presse, je vous souhaite la bienvenue ici. Je vous ai convié à ce petit échange parce que, comme vous le savez, je suis ici dans la ville de Kisangani depuis 3 semaines. Je m'apprête à rentrer à Kinshasa. Je devais faire un peu le point de mon séjour avant de rentrer à Kinshasa et prodiguer quelques conseils à l'intention de mes frères et sœurs de la Tchoko. Comme vous le savez, je suis venu des élections sénatoriales qui ont été organisées le 29 avril dernier. Je rentre à Kinshasa, mais j'aimerais donner quelques impressions et prodiguer quelques conseils pour l'ensemble du pays. La première impression, c'est que, de manière générale, la vie se dégrade dans la ville de Kisangani. Je l'ai constaté à l'intérieur du pays, notamment dans le territoire de Yaouma, quand j'ai fait ma campagne électorale pour être élu député national. Mais maintenant, dans la ville de Kisangani, la situation n'est pas réalisante. Je constate qu'il y a la population éprouve trop de difficultés pour vivre décemment et dignement. Il y a des problèmes de l'énergie électrique, des problèmes d'approvisionnement en eau potable, des problèmes d'insécurité dans la ville, des problèmes d'insalubrité et de l'impraticabilité de la plupart des routes. Mais pire, le problème de la faim. La population a faim. C'est étonnant parce que nous sommes quand même une province qui jadis était régnée de la République, qui se trouve au cœur de la forêt équatoriale, où nous avons toutes les richesses possibles, aussi bien agricoles, forestières que minières. La situation que traverse la population de la Tchoko n'est donc pas réduisante ni normale. Cela appelle l'unité de tous les Tchopolaises et de tous les Tchopolais autour des autorités pour travailler au développement de la province. Et quand je dis travailler au développement de la province, ce n'est pas seulement aller travailler dans les bureaux. Ça doit commencer d'abord dans nos champs, dans nos mines, bref au village. La population de la Tchoko ne doit pas croire que la manne lui tombera du ciel. Le développement ne viendra pas de Kinshasa, de l'Europe ou je ne sais d'ailleurs. Le développement viendra de la Tchoko. Les filles et les fils de la Tchoko doivent aimer le travail. Et chacun doit aimer son travail. Et il n'y a aucun saut métier, comme vous le savez. Ceci suppose donc que les autorités soient capables de mobiliser la population au travail de champ, le travail des mines, le travail dans les ateliers, pour que le génie créateur du peuple tchopolais puisse éclore. Moi, en tant qu'élu national, je vais, avec la légitimité de la population que j'ai eue depuis décembre 2023, travailler à Kinshasa pour que les autorités centrales puissent faciliter ce développement. J'ai dit faciliter, parce que les autorités centrales ne sont pas, à mon humble avis, les premiers responsables du développement de nos bases. Voilà pourquoi je rentre avec cette détermination de travailler plus que jamais au développement de la province de la Tchoko. Et la province de la Tchoko peut compter sur moi, là où je serai, au Parlement national notamment, afin que nous puissions orienter tous ensemble les décisions gouvernementales en faveur de notre province. Jadis, nous étions, je parle de la ville de Kisangani,
la troisième ville du pays. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous soyons encore en mesure de tenir cette position à cause de cette pauvreté généralisée. Donc nous devons tous combattre la pauvreté et éviter des divisions inutiles. Rassemblons-nous autour des autorités que nous avons pour le travail qui développe. La deuxième impression, c'est que puisque nous tous nous devons compter sur les autorités, nous devons travailler pour avoir les autorités que nous méritons et qui nous méritent. Vous le savez, j'ai été candidat sénateur aux élections qui ont eu lieu le 29 avril. Je n'ai pas été élu. Je remercie mes frères et sœurs et je rentre à Kinshasa avec plein d'espoir. Ni regret, ni accumulé. Je continuerai à travailler pour la promotion et le développement de cette province. Je ne manquerai cependant pas de souligner quelques faits qui ne peuvent plus continuer à avoir, comment dirais-je, cours légal dans notre province. Quand je suis arrivé pour ces élections, j'ai pris contact avec les autorités de la province, notamment avec les honorables députés provinciaux. Nous avons échangé tous ensemble sur ce qu'il y a lieu de faire. Ce que j'ai noté en eux, et c'était presque l'unanimité du constat, c'est qu'il fallait tout faire pour que la représentation de la province, notamment au niveau du Sénat, ne soit pas la même que ce que nous avons connu lors du cycle passé. Ils ont pris des engagements à ce sujet pour changer la donne. Ce que je constate maintenant avant de partir, c'est que il y a un grand écart entre le discours et la réalité. Entre les discours prononcés et les actes posés. Premièrement, quand je suis arrivé, puisque vous connaissez le contexte dans lequel se déroulent les élections sénatoriales, les élections des gouverneurs dans l'ensemble du pays, et vous savez que les autorités nationales ont pris des mesures drastiques pour combattre ce qu'on appelle la corruption dans ces élections. Quand je suis arrivé, j'ai proposé aux honorables députés provinciaux ainsi qu'à tous les candidats une déclaration qui était un engagement commun à organiser ces élections dans la transparence la plus totale. Je voulais que la province de la Tchoko puisse se distinguer par rapport à d'autres provinces. Et nous avons tous ensemble signé cette déclaration que dans la Tchoko, il n'y aura ni corruptif, ni corrupteur, ni corrompu. Fort heureusement, cette déclaration a été signée par la majorité des députés provinciaux et des candidats, aussi bien gouverneurs que sénateurs. J'ai été un tout petit peu étonné que l'occasion n'ait pas été donnée pour lire en public cette déclaration, de façon à montrer à l'ensemble du pays l'engagement que les fils et filles de la Tchoko ont pris de ne pas verser dans cette antivaleur. Ça, c'est le premier décalage que j'ai vu entre le discours et la réalité. Maintenant que j'entends qu'il y a certaines revendications, certaines personnes qui commencent à réclamer je ne sais quoi de retour après les résultats des votes, certaines appréhensions pourront peut-être se confirmer après les enquêtes que la justice a commencé. Mais le deuxième écart, c'est que entre ce qui a été déclaré pour le changement de la représentation de la province au Sénat lors du cycle passé et les résultats que cela a donné, je ne trouve pas de différence. Je ne trouve pas de différence. Il m'avait été dit très clairement au moment où je venais ici que tous s'étaient engagés à ce que cette fois-ci, la Tchoko soit représentée d'après leur propre discours par des Tchokolais. Est-ce que les résultats que les élections qui ont eu lieu ont donné, ont rencontré cet objectif? C'est à vous, de la presse, de le constater. Le deuxième constat, c'est que, au-delà de ce problème-là
de corruption supposée, encore faut-il que la justice puisse l'établir. Ce qui corrompt davantage notre système électoral, c'est l'influence néfaste des partis et regroupements politiques sous les élus. Je veux dire, la mainmise de ce qu'on appelle autorité morale de Kinshasa sur nos élus. Et la plupart de ces autorités morales, ce sont des collègues députés, sénateurs, ministres, qui ont créé des partis, des regroupements, mais qui, au mépris des textes constitutionnels, légaux, réglementaires et des décisions de justice, continuent à exercer une pression sur les élus comme si nous étions dans un système constitutionnel qui n'interdit pas le mandat impératif. Notre constitution interdit le mandat impératif. Et la Cour constitutionnelle a très bien clarifié cela. Et désormais, toute autorité politique devrait respecter la liberté de choix, la liberté de vote de chaque député, au moment où il formule son vote ou au moment où il exprime son opinion. Mais tout se passe dans ce pays comme si cette disposition de la Constitution n'existait pas, comme si la Cour constitutionnelle n'a pas interdit cette disposition dans ce sens-là, et les autorités morales continuent, je dirais, à caporaliser les députés comme si ceux-ci n'avaient pas de liberté de choix. Et ça, c'est un élément qui doit être discuté sérieusement à Kinshasa, parce que si nous voulons que les autorités provinciales, dans le cadre de leur autonomie politique, élisent de manière libre les sénateurs, les gouverneurs, nous devons faire en sorte que cette sorte de partitocratie qui s'est installée dans notre pays ne puisse pas vicier la volonté de la base. Parce que les députés provinciaux, eux aussi, ne sont que porteurs des désidérata de la base. Et si les partis politiques, les regroupements des partis politiques commencent à accaparer les voix des citoyens, cette démocratie devient dangereuse. Voilà pourquoi, en tant qu'élu national et en tant que professeur de droit constitutionnel, je vais faire des propositions à Kinshasa, non pas pour revenir sur la forme d'État que nous avons adoptée, le régionalisme constitutionnel, ce qui nous a donné au niveau des provinces une autonomie politique poussée, parce que nous avons nos autorités politiques que nous élisons, que ce soit les députés provinciaux ou les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, non pas pour revenir sur ce système, mais pour changer le mode d'élection des sénateurs et des gouverneurs. Je pense que de plus en plus nous devons promouvoir l'idée de l'élection au suffrage universel direct de ces deux catégories de postes. Aussi bien le gouverneur de province que les sénateurs. Et cette élection au suffrage universel direct, à mon avis, devrait se faire sur la base de la province. Ce qui veut dire que les candidats sénateurs et les candidats gouverneurs battraient leur campagne sur l'ensemble de la province pour se faire élire par l'ensemble de la population de la province. Cela réduirait d'abord le nombre de candidats, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont essayer d'aller battre la campagne. Deux, ça permettra que la population lui-même puisse élire de manière directe ses représentants au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du Sénat. Ça renforcerait encore la démocratie dans le cadre de notre régionalisme constitutionnel. Et troisième avantage, ça éviterait d'exposer les honorables députés à toutes sortes de manipulations. Que ce soit des influences des partis ou des mouvements politiques, que ce soit des tentatives de corruption. Je pense qu'il faut aller vers là. Nous devons prendre le courage dans le cadre des réformes qui vont venir, d'organiser cette fois-ci l'élection des gouverneurs de province, l'élection des sénateurs au suffrage universel direct. Voilà les quelques idées que j'avais à partager avec vous. Je rentre encore avec beaucoup plus d'engagement que je suis venu pour servir la Chopo. Je rentre avec la détermination que nous devons obtenir des réformes politiques, des réformes constitutionnelles qui renforcent l'autonomie politique des provinces, mais qui clarifient davantage le jeu politique, le jeu électoral, de façon à soustraire tout le monde des influences d'argent, des influences des partis politiques, etc. Voilà, je souhaite le meilleur pour ma province.
quand je reviendrai, nous aurons l'occasion encore d'échanger pour voir comment concrètement nous allons travailler ensemble avec nos autorités qui ont été élues pour le progrès et le développement de notre province. Les conseils que je vais leur prodiguer, c'est d'éviter des conflits inutiles entre le gouvernement provincial et les assemblées provinciales. C'est de gérer la province en toute transparence. Rien n'empêche au gouverneur de province de montrer aux députés provinciaux ce qui rentre réellement dans la caisse de l'État. Et de leur dire, voilà ce que nous en faisons pour le peuple. Non pas pour se distribuer, mais pour le peuple. Je pense que si les honorables députés provinciaux sont au courant de toute la gestion du gouvernement provincial, ils auront beaucoup plus de confiance, ils seront moins suspicieux et par voie des conséquences, il y aura moins d'émotions contre le gouvernement provincial. Moi, le conseil fondamental que je leur produis, c'est celui-là, de travailler main dans la main, dans la transparence, afin d'éviter les suspicions. Je dois vous dire que souvent, nous pensons que c'est Kinshasa qui doit pouvoir la province de tous les moyens nécessaires. Mais d'après notre constitution, les provinces ont plus de moyens, plus de possibilités de se créer des moyens que le pouvoir central. D'abord, dans le cadre de l'autonomie financière, la constitution reconnaît aux provinces un certain nombre de recettes propres, dans le cadre de leur gestion des recettes provinciales ou autres. Deux, sur les recettes à caractère national, ils ont le droit de retenir à la source 40%. Et trois, dans le cadre des 10% de la péréquation, pour corriger les déséquilibres de développement de les provinces ont également des ressources là-dessus. Voilà pourquoi je dis qu'il faut de l'imagination au niveau de la province pour se créer des moyens. À titre d'exemple, puisque la loi dit que les 40% des recettes à caractère national doivent être retenus à la source, et les mécanismes sont prévus. Lorsque la recette entre sur le compte du trésor public, les autorités provinciales ont le droit de retenir 40% et les 40% sont versés directement sur le compte de la province et on envoie à Kinshasa 60%. La loi les prévoit. Pourquoi est-ce que le gouverneur de province ne l'applique pas? Ils ont peur des autorités morales qui sont à Kinshasa. C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un va les condamner parce qu'ils ont appliqué une disposition constitutionnelle, une disposition légale? Il faut beaucoup de courage. Donc pour moi, quelque part, ce sont les autorités provinciales elles-mêmes qui se laissent, on dit, je ne vais pas manipuler par les pouvoirs centrales, mais en tout cas, sur ce point-là, elles ne font rien pour faire ce que la loi leur permet de faire.